Bonsoir, je m'appelle Élise Brillant. Je suis directrice du service à la clientèle vente au repos Saint-François d'Assise. Et je fais toutes les opérations à l'arrière du site. Monsieur Chartier est à l'extérieur du pays, donc en son nom et au nom du repos Saint-François d'Assise et Infodeuil, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette soirée rencontre sur le deuil. Un petit rappel, les réservations en ligne sont uniquement pour les personnes voulant assister en présentiel. Pour les personnes qui se connectent virtuellement, aucune réservation n'est requise. Donc, je vous laisse avec Mme Joanne de Montigny et son invité pour la continuation de cette soirée. Merci et une bonne soirée. Oui, eh bien, merci beaucoup. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, oui, ça va, ça fonctionne. Alors, j'ai toujours l'honneur de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue, de remercier Élise et le repos Saint-François d'Assise d'organiser ces soirées pour nous. Et c'est un réel plaisir de vous voir venir sur place. Et je salue aussi toutes les personnes qui sont sur le web. Nous serons en dialogue vers 8h, 8h10 avec notre belle invitée que je vais bientôt vous présenter. Mais je veux vraiment vous remercier d'être ici présent et présente. Et vous n'oublierez pas que vous pouvez aller chercher des cafés, des biscuits. C'est fait pour vous. C'est fait aujourd'hui pour vous. Alors, merci d'être là. Et sans plus tarder, je vais présenter j'ai envie de dire une collègue, j'allais dire une ancienne collègue, mais c'est une amie avec qui on reste collègue toute la vie. On a eu le bonheur de travailler ensemble au CUSUM. Et il y a des gens ici ce soir qui sont venus aussi du CUSUM, des amis. Merci d'être là avec nous, infirmières, psychologues et aussi médecins. Alors, ça fait plaisir d'être accompagné par une équipe avec qui on a travaillé. Alors, vous savez, Kimberly Thibodeau est thérapeute conjugale familiale et elle est psychothérapeute et travailleuse sociale au programme psychosocial en oncologie du CUSUM et elle a aussi une pratique privée. Alors, je pense qu'on est choyé avec Kimberly de pouvoir parler de la famille, de pouvoir parler de tout ce qu'elle a comme expérience depuis plusieurs années avec des jeunes membres de famille, des enfants, des adolescents, les parents, peut-être des grands-parents. Donc, on va pouvoir faire le tour d'une famille avec tout ce que tu nous apporteras. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et tantôt, je vais venir te rejoindre à la période des questions. Et puis, on répondra en duo ou bien on répondra individuellement, mais on va se donner un petit coup de main avec les questions et réponses. Travail d'équipe. On fera notre travail d'équipe. Alors, merci, je te donne la parole. Parfait. Oui. Merci, Joanne. Oui, merci. On va suivre tes trucs, Joanne. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. Merci aux gens qui sont en ligne aussi de vous joindre à la rencontre de ce soir. Je me sens très privilégiée d'être ici ce soir. Puis, écoute, je veux remercier pour commencer Joanne, effectivement, avec qui j'ai déjà travaillé, je vais dire, côte à côte et qu'on continue d'être collègues, comme elle dit. Et en même temps aussi, merci beaucoup au repos Saint-François d'Assise d'avoir accepté la proposition de Joanne à m'inviter ici ce soir. Alors, je pense que ça se veut informel. J'ai même pensé préparer une présentation officielle PowerPoint. Et puis finalement, j'ai reparlé avec Joanne et puis j'ai dit, OK, je vais y aller spontanément. Donc, l'objectif ce soir, comme Joanne l'a mentionné, c'est de vous faire part un peu de mon travail. Alors, je vais vous expliquer de façon générale et je vais y aller tout au long de la rencontre avec un petit peu plus de spécificité, donc vous donner peut-être des exemples très concrets des familles avec lesquelles je travaille. Puis je suis très consciente aussi sur l'affiche. Je pense que la raison de vous inscrire ce soir, c'était de voir comment
on adresse la maladie, comment on prépare le deuil et comment on fait le suivi de deuil avec les enfants de différents âges. Et même aussi, souvent, on dit qu'on travaille avec les enfants, mais les enfants, ça peut être 0 à 18 ans, mais si je vous regarde dans la salle ou en ligne, et même moi-même, je suis moi-même une fille. Donc, il y a des adultes qui sont des enfants qui ont une maladie qui mène à la mort. Donc, je travaille aussi avec ces enfants-là, donc de tous les âges. Alors, Kimberly Thibodeau, travailleuse sociale et thérapeute conjugale et familiale, psychothérapeute. Je suis au CUSUM, au programme psychosocial, depuis presque 15 ans maintenant. Et ça fait presque 15 ans que le programme existe. Alors, je me sens toujours privilégiée de dire que je suis là depuis la fondation du programme. Juste pour vous expliquer, les gens avec qui on travaille sont des adultes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Donc, on voit les patients, ou les patients nous sont référés du moment où ils reçoivent le diagnostic. Et après ça, on peut les voir pendant les traitements, les différentes chirurgies. Des fois, les gens vont être en rémission. Les gens aussi vont survivre à leur cancer. On va pouvoir les suivre aussi pour réintégrer le marché de l'emploi et les différents rôles au sein de la famille. Mais souvent, ou comme ça arrive, comme vous le savez, les gens vont décéder de leur cancer. Donc, mon travail est principalement en oncologie, comme vous pouvez constater. Et toutes les familles qui sont référées au programme sont vues par moi. Donc, je me sens encore une fois privilégiée d'être dans la vie de ces gens-là. Et je rencontre des familles, ça peut être des enfants de 2 ans, des enfants de 4 ans, des enfants de 8 ans, donc des enfants de tous les âges. Je me suis préparé quand même des petites notes. Je dis que je travaille avec des individus, des couples et des familles, mais je travaille de façon très systémique. Donc, pour moi, même s'il y a une personne assise en avant de moi, je ne peux pas faire abstraction du groupe qui y a alentour. Hein? Donc, souvent, les gens vont m'être référés en famille, mais des fois, quand ils sont référés en individuel, je travaille quand même de façon assez systémique, je pourrais dire. Et parfois, ça va arriver que les membres de la famille vont être invités à se joindre aux différentes rencontres. Donc, principalement, mon travail consiste à accompagner les familles à travers la maladie et le deuil. Donc, la façon que ça commence habituellement, quand les gens, souvent, vont voir des enfants de parents malades, je pense que ça déclenche quelque chose à l'intérieur de nous. Hein? Pour moi particulièrement, je pense que si vous faites une petite introspection et vous pensez à vous, vous voyez des adultes qui ont une maladie grave et qui ont des jeunes enfants, souvent, on dirait que ça déclenche quelque chose en dedans de nous. Et tout de suite, il y a un réflexe de « Ah, les enfants, il faut qu'on s'en occupe ». Je dirais, effectivement, vous avez raison, mais des fois, avant de s'occuper des enfants, il faut s'occuper des parents. Je prends le temps de le dire parce que la note que j'ai inscrite sur ma feuille, c'est « Travailler avec des enfants, c'est avant tout travailler avec des parents. Hein? » Donc, mon premier rôle ou ma première tâche, chaque fois qu'il y a un enfant qui m'est référé, tout dépendant de l'âge bien sûr, mais surtout les enfants là, en bas de 14 ans, c'est vraiment de rencontrer les parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont s'occuper des enfants une fois qu'ils vont sortir de mon bureau. C'est pas moi. Donc, de un, je dois m'assurer de leur bien-être, de leur sécurité, mais je dois aussi épauler les gens qui vont les accompagner, dont les parents. Donc, la personne qui a le diagnostic de maladie, mais aussi ou la conjointe, ou des fois les membres de la famille élargie, ou même les amis. Hein? La famille, on le dit souvent, qu'est-ce qui définit la famille? La personne. Je pense que c'est à nous de décider qui fait partie de notre famille, qui est important pour nous dans notre vie. Alors, je vais rencontrer en premier lieu la personne qui a la maladie, qui a le diagnostic, et conjointe, et je vais leur demander de m'expliquer. Qu'est-ce que vous comprenez de votre maladie? Qu'est-ce que vous comprenez de votre état? Quels mots vous employez? Quand vous parlez de votre cancer, même moi, en oncologie, des fois, je vais dire le mot cancer et les gens vont me regarder. J'ai des parents qui m'ont déjà dit, nous, on ne parle pas de cancer à la maison. Et là, c'est sûr que ça nous confronte nous-mêmes comme professionnels aussi. Hein? Je pense qu'on a notre culture, on a notre formation, notre expérience. Alors, je pense que c'est important de prendre le temps de demander quels mots vous employez, comment vous expliquez votre maladie, même à votre conjoint, comment vous en parlez en couple, comment vous en parlez en famille ou en milieu de travail, comment vous le dites. Donc, une fois que j'ai eu le temps de faire le tour des mots qui sont employés,
de la compréhension. Hein? Parce que des fois, un médecin pourrait me dire, je vous réfère madame ou monsieur une telle, ils ont un court pronostic. Et quand je demande aux patients, connaissez-vous votre pronostic? Ils vont me dire non. Et des fois, je leur demande, est-ce que vous pensez que vous allez guérir de votre maladie? Et là, c'est là que moi, je me dis, OK, j'ai de l'information sur une feuille de référence, mais là, je veux vraiment aller connaître la personne en avant de moi. Et là, ça va être important d'essayer d'arrimer l'information. Et puis ça, c'est ça le défi aussi. Je pense qu'on a tous et chacun, ou tout et chacun, même quand on n'est pas un professionnel, dans la même famille, des fois, les gens reçoivent l'information, mais si on demande à chaque membre de la famille de faire un résumé de ce qu'ils ont entendu, on va voir que les résumés, des fois, vont être très différents. Okay? Donc, c'est pour ça que moi, mon travail aussi, mon rôle, c'est d'être à l'affût de ça, de ces nuances-là, et de m'assurer, parce que c'est pas moi le médecin, hein, c'est pas moi l'infirmière. Fait que des fois, c'est pas à moi non plus d'aller chercher cette information-là, mais c'est d'aider les parents ou les patients à aller chercher cette information-là. Donc, une fois que je me fais une tête autour de ça, là, je leur demande, qu'est-ce que vous attendez de moi? Là, ils me disent, bien, j'aimerais ça que tu rencontres ma petite fille de 2 ans. Puis souvent, je fais ce face-là. Ceux qui me connaissent, là, puis ça ne vous prendra pas longtemps avant de me connaître, je suis très spontanée, hein, donc des fois, moi-même, je me dis, bon, il faudrait peut-être que je me retienne. Non, je fais des blagues. C'est que, des fois, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a atteint l'âge adulte, c'est pas qu'on n'évolue plus, là, c'est pas vrai. On va continuer d'évoluer, on va continuer de changer. Mais il y a certaines expériences de la vie, puis certains apprentissages où on a une certaine maturité. Hein, on atteint une maturité à l'âge adulte, et après ça, bon, je trouve qu'on fait juste comme améliorer, je pense, notre situation ou aller mettre d'autres outils dans notre bagage. Tandis que si on pense à l'enfance, c'est certain que je ne m'adresserai pas à un enfant de 2 ans de la même façon que je vais m'adresser à un enfant de 4 ans, à un enfant de 6 ans. Là, on va aller même à 8 ans, 10 ans, et je pourrais le mettre en tranche de 2. OK? Quand je pensais à ma présentation PowerPoint au début, j'en ai une, puis ça, vous pouvez aller sur les sites là, sur le deuil. C'est très, très, très bien expliqué. Et il y a un livre aussi là, de José Masson, là, Mort, mais pas dans mon cœur. C'est un outil, là, je pense, qui est inestimable. Il y a aussi, le livre de John Hamilton. C'est... je vais essayer de me rappeler du titre là, tout au long de la présentation, mais ça décrit comment intervenir aussi avec les enfants à différentes tranches d'âge. OK? Donc, encore une fois, dans mon travail, c'est important de connaître le développement des enfants et en même temps aussi d'aller voir avec les parents comment eux s'adressent à leurs enfants. OK? Et je vais toujours le dire, puis quand j'ai appris ça dans mes cours, il y a presque 30 ans maintenant, je trouvais ça cliché de dire que les parents sont ceux et celles qui connaissent le mieux leurs enfants. Bien, je le dis encore. OK? Puis ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais c'est vous qui êtes en contact avec eux 24 heures sur 24, si on veut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je considère toujours les parents comme étant les experts de leurs enfants. Donc, c'est à travers eux que je vais travailler avec leurs enfants. Donc, je me demandais ce soir, j'ai dit, bon, comment je leur présente ça? Je ne peux pas vous donner un cours de développement de tous les âges, mais je peux vous donner un exemple peut-être de quelques familles avec qui j'ai travaillé. Et ça va sûrement peut-être susciter des questions chez vous, peut-être vous amener à vous questionner comme parents, comme grands-parents, comme frères, sœurs, conjoints, conjointes. Et puis, à ce moment-là, peut-être qu'on attendra à la fin pour répondre aux questions, mais si jamais il y a des interrogations, gênez-vous pas, puis on essaiera là, de le prendre au fur et à mesure. Donc, comme Joanne l'a dit très bien, ça donne que j'ai des collègues qui sont ici infirmières, médecins et psychologues. Ça donne que ça comprend pas mal l'équipe avec laquelle je travaille de façon journalière. Donc, j'ai une famille qui m'a été référée, des parents dans la trentaine, qui sont parents de 4 enfants. Et c'est une histoire, mon Dieu, plus que réelle. Là. Je ne dirai pas leur identité pour garder la confidentialité, bien sûr, mais à ce moment-là, le père est diagnostiqué d'un cancer du poumon avec des métastases au cerveau. Et les enfants, c'est 2 petites filles. Je dis petites parce qu'elles sont petites physiquement et en âge aussi, donc 2 ans et 3 ans, presque 4.
avec 2 frères de 7 ans et 8 ans. Donc, j'ai choisi particulièrement cette famille-là, de un, parce que je trouve que ça démontre l'éventail là, des différents âges. Et puis, bien sûr, j'ai commencé à travailler avec les parents. Comme je vous ai dit tantôt, vraiment connaître la maladie et vraiment de demander aussi quels sont les comportements, hein, de quoi vous avez été témoin. Pourquoi c'est important pour moi de voir vos enfants? Parce qu'il ne faut pas non plus, comment on dit ça? Pas dramatiser, là, mais pas parce qu'un parent est malade qu'automatiquement un enfant se désorganise. OK? Et c'est pas automatique qu'un enfant a besoin de consulter ou une famille. Donc, peu importe l'âge. Donc, pour être franche avec vous, je dirais qu'avec cette famille-là, j'ai privilégié le groupe. OK? Parce que ça, c'est une autre affaire qui est importante pour moi, puis je pense qu'il porte fruit pour tout le monde, c'est de faire une rencontre tout le monde ensemble. Parce que même si la petite de 2 ans ne comprend pas tout, elle va voir, elle va ressentir les émotions des membres de sa famille. Donc, elle va voir quelqu'un pleurer. Fait que même si elle ne comprend pas ce qui se passe, elle va s'arrêter. Puis là, elle va dire, OK, s'il y a des gens qui pleurent, peut-être que je dois pleurer moi aussi. Puis ça, je ne sais pas si vous pensez des fois en allant au salon funéraire, on va souvent le voir, hein? Les enfants vont jouer, vont courir partout. Et là, quand ils vont voir un adulte pleurer très près d'eux, là, ils vont peut-être des fois se calmer, s'approcher, puis même des fois se mettre à pleurer. Donc, les enfants vont souvent imiter les comportements de l'adulte. Mais en même temps, je veux qu'on normalise la peine. Je veux qu'on normalise la peur. Je veux qu'on normalise la colère. Hein? C'est toutes des émotions qui sont vécues dans le deuil. Puis là, j'en nomme que 3, mais hein, il y a un éventail là, immense. Je pense que c'est important de réaliser qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il y a des réactions. Souvent, je dis ça comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, là, pas de problème. On peut en parler. Je suis très ouverte à tout ça. Mais donc, l'exemple de cette famille-là, je les ai rencontrés avec les 4 enfants aux soins palliatifs. Ce que j'ai fait, puis le plaisir que ça vous donne une idée là, physiquement comment les lieux sont organisés dans mon travail, même à l'ancien hôpital, maintenant au nouvel hôpital, mon bureau est au 2e étage, puis les soins palliatifs bien, sont au 9e ou au 10e, là, je me trompe encore avec l'ancien hôpital. Donc, souvent, je dis aux gens, si un parent d'hospitalisé, je dis, on va se rencontrer dans mon bureau, on va expliquer un petit peu, puis après ça, on va monter aux soins palliatifs. C'est souvent ce que je dis, monter aux soins palliatifs. Et je fais même des fois une course dans l'escalier avec les enfants. OK? Donc, une situation qui, pour plusieurs, semble être d'une tristesse énorme. Bien, à travers tout ça, quand il y a des enfants, les émotions coexistent, hein, ou cohabitent, comme chez les adultes. Mais dans l'expression des émotions, c'est très différent. Donc, souvent, on fait une course. On s'en va aux soins palliatifs. Et une fois qu'on arrive à l'étage, ce qui est important, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on va voir. OK? Donc, on va parler de préparation. On le fait avec les adultes. Hein? On va expliquer aux adultes qu'est-ce qui va se passer. S'il y a des machines, on explique les machines. S'il y a des médicaments, s'il y a des réactions chez le patient, dans ce cas-ci, c'est un papa, ça peut être la maman ou le conjoint, on va expliquer l'état dans lequel on va peut-être retrouver la personne. Puis ça va dépendre aussi, ça fait combien de temps que les enfants ont vu leur papa. Hein? Des fois, ils viennent les visiter régulièrement. Des fois, ils ne sont pas venus du tout et ça fait des mois. Ça, c'est un exemple concret d'une autre famille dont les enfants, c'était 2 petites filles de 2 ans et 4 ans qui n'avaient pas vu leur papa, je pense, depuis presque 6 semaines. OK? Donc, en arrivant dans la chambre, c'est sûr que le père avait changé beaucoup physiquement, donc on devait expliquer. Donc, toujours garder en tête d'expliquer, puis même des fois, avant même d'expliquer, là, je vous mélange toutes les familles, là, si vous êtes trop mêlés, vous ferez un petit signe, mais je vais toujours me rappeler, parce que quand on dit les mots « soins palliatifs », là, je ne sais pas pour vous autres, là, il y a toutes sortes de définitions qui se rattachent à ça. Il y en a qui pensent que soins palliatifs, c'est qu'il nous reste 48 heures. Mais moi, je vois des gens qui sont suivis en soins palliatifs externes pour la gestion de la douleur, par exemple, puis ils ne sont pas mourants, là. OK? Fait que moi, j'ai cet éventail de compréhension-là, ou cette définition-là de soins palliatifs. Mais ça m'est arrivé de demander à une petite fille de 9 ans
dont la mère était aux soins palliatifs et son père était inconnu. Donc, c'est sa tante qui prenait la garde suite au décès de sa maman. Puis là, je lui ai demandé dans mon bureau, j'ai dit, est-ce que tu sais, toi, c'est quoi les soins palliatifs? Puis je vais toujours me rappeler de cette intervention-là, puis c'est pour ça peut-être que je vous la partage, parce qu'on ne me l'a pas appris, ça, à l'école. Il n'y a pas personne qui m'a enseigné à poser ces questions-là. Puis je ne sais pas, j'ai eu cet instinct-là, puis la petite fille, elle m'a dit, oui. Elle dit, les soins palliatifs, c'est une place où est-ce que les gens vont pour mourir et ils n'en ressortent pas. Et moi, je le dis, j'étais encore un peu choquée, sous le choc, je devrais dire. Fait que moi, comme adulte qui s'inquiéterait de parler de soins palliatifs, de peur de, je vais dire, traumatiser la petite fille, bien, j'avais quelqu'un en avant de moi qui savait très bien ce que c'était et qui m'a dit, « Hey, on y va. » Donc, on est allé dans la chambre voir sa maman et je lui ai demandé, là, un peu du coq à l'âne comme toujours, mais je fais ça avec tous les enfants, je lui ai demandé, si jamais ta mère mourait pendant que tu étais à l'école, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Veux-tu qu'on t'appelle? Elle dit non. Puis je ris parce que c'était une petite fille très déterminée. Elle dit non, moi, on ne me dérangera pas, là. Elle dit, moi, je veux finir ma journée, OK? Avec mes amis, là. Puis elle dit, vous m'appellerez, je finis à 4 heures. À peu près. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. Hein? Ça vous donne une idée, parce qu'elle devait finir l'école un petit peu plus de bonne heure que ça. Mais moi, je me souviens de ces exemples-là. Puis c'est pour ça que je les partage, parce que je m'en sers dans ma clinique. OK? Donc, quand elle m'a dit non, on appelle. Mais là, moi, c'est là, quand je cours à l'étage, là, puis là, je vais parler à mes collègues, là. Là, je dis, êtes-vous au courant, là? J'ai dit, si la maman décède, on n'appelle pas l'école tout de suite, là. Et la tante en question qui était là, j'ai dit, êtes-vous au courant, là, de ce qu'elle vient de me dire? Ben, elle dit, pas vraiment, j'avais pas pensé à ça, cette question-là. OK? Et ne jamais sous-estimer ce que les enfants veulent. OK? La pire affaire qui va arriver, ils vont vous poser une question, puis vous ne saurez pas quoi répondre. La meilleure réponse, c'est de dire « je ne sais pas ». OK? Parce que je pense que comme être humain, on n'a pas les réponses à tout. Et dans la maladie, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein? Face à la mort, c'est la même chose. Je parlais un petit peu ce matin justement avec Joanne, puis on se disait ça que comment qu'on pratique ça, le deuil? Comment qu'on se pratique à perdre quelqu'un qu'on aime? Je pense pas qu'on se pratique. Je pense qu'on peut perdre plusieurs personnes dans notre vie. Puis là, je vais dire, heureusement, quand on les perd, plus on vieillit. Hein? J'ai l'impression que c'est plus normal. Hein? On vit encore dans une société où est-ce qu'on pense qu'on va mourir vieux. Et je fais encore partie de ceux-là en passant. Mais on ne le sait pas, ce que la vie nous réserve. Donc, je pense que c'est important des fois comme adulte, comme vous ce soir, de prendre le temps de vous questionner. Quand je parle, c'est quoi vos réactions? Spontanément, qu'est-ce qui vous vient? Parce que même des fois, je suis comme, hey, mon Dieu, il me semble que je ne ferais pas ça de même. Puis là, je dis, OK, moi, je travaille. Fait que là, je me mets dans mon contexte de professionnel. Mais c'est certain que par après, j'ai besoin de me questionner parce que Kimberly, là, ça reste une femme, ça reste un humain avec son expérience de vie. Et des fois, ça aussi, ça transparaît dans mes interventions. Donc, je pense que c'est difficile des fois de ne pas juger, hein, où on a toujours un biais. Puis je pense que c'est important d'être conscient de ça, qu'on soit professionnel ou qu'on soit ami ou conjointe. Alors, si je reviens à ma famille de 4 enfants, on a fait une rencontre familiale. Et souvent, je leur pose la question, je dis, si vous aviez le droit de parler au médecin, là, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Là, ils me regardent. Parce que des médecins, c'est encore impressionnant. Moi, ça m'impressionne encore, des fois, mais... Puis là, les enfants me disent... mais là, quand je pose la question, je me dis, OK, avec quel médecin je travaille? Ouais, il faudra que je les convainque. Non. Je fais ça. Mais on a une équipe formidable. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut cultiver, ces liens-là. Et ça paraît. Les familles le ressentent, ça. OK? Donc, je ne sais pas, là, au repos Saint-François d'Assise, peut-être que vous vous considérez aussi comme une famille qui accompagne d'autres familles. Donc ça paraît beaucoup dans notre travail. Les gens le ressentent, ils sont comme « Ah, ouais, ils se connaissent, ils se parlent, ils connaissent notre situation. » Donc ça aussi, c'est très apaisant. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, sur lesquelles on ne peut pas agir, on ne peut pas changer. Mais dans l'accompagnement, dans la chaleur humaine, ça, on peut. OK?
Donc, on organise une rencontre familiale. Donc, le patient est là, étendu dans son lit, et sa situation, je vous dirais, se dégrade. Il parle, mais à peine. On pense même à une sédation palliative continue. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une fois que le patient aura la médication, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de se réveiller ou de parler. Puis là, je dis de se réveiller, là, ça me fait penser de jamais comparer la mort au sommeil avec les enfants. Ça aussi, des fois, je trouve ça cliché, mais je le répète. Parce que des fois, comme adultes, nous, c'est une image qu'on a dans notre tête qui fonctionne bien. Mais je vous dirais que les enfants, après ça, développent des fois une petite peur. Quand ils voient les gens dormir, là, ils associent ça à la mort. Donc, à ce moment-là, on a expliqué aux enfants l'état du papa. Et la mère était là avec les 4 enfants. Il y avait une travailleuse sociale qui m'accompagnait. Il y avait le médecin qui était là. Et aussi une infirmière. Donc, on s'est fait un petit agenda. Ça, c'est l'autre chose qui est importante. Même en famille, entre amis, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé à être ici ce soir. Mais ça, c'est important de se le partager dans notre conversation pour qu'on soit capable d'atteindre les objectifs de chacun. Donc, en s'assoyant tous ensemble, on a demandé aux médecins d'expliquer la situation et on a demandé aux enfants s'il y avait des questions. Et là, c'est là qu'on a vu la différence en âge. Vous pouvez vous imaginer que les 2 petites filles de 2 ans et 4 ans, ça a donné comme ça, se sont mis à dessiner. Avec la travailleuse sociale qui avait son agenda avec quelques crayons. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est important de s'outiller avec des crayons, des papiers, n'importe quoi. Oui, on est à l'ère des téléphones, des tablettes et tout. Vous pouvez en apporter si vous voulez. Mais dans mon bureau, j'ai encore des petits animaux en plastique, des marionnettes. Puis ça marche encore. Ça me surprend, mais ça fonctionne. Donc, des fois, d'avoir n'importe quoi à portée de main. Un crayon, un papier, ça peut être un stylo, ça n'a pas besoin d'être très, très élaboré. Et les enfants sont là puis ils dessinent pendant que le médecin explique. Et c'est sûr que pendant que le médecin explique, qu'il n'en reste pas beaucoup, il ne reste pas beaucoup de temps, c'est sûr que la mère se met à pleurer. Et là, j'ai les 2 garçons, si vous vous rappelez bien, environ 7 ans et 8 ans, qui sont là, qui, eux, comprennent un petit peu plus. Dans la littérature, on va dire que les enfants comprennent la mort comme les adultes, je peux dire ça comme ça, environ vers l'âge de 10 ans. Je vous dirais que dans ma pratique, ça marche, ça fonctionne. Mais on va toujours penser à la maturité, aux différentes habiletés à communiquer les émotions dans les familles. Fait qu'on va s'ajuster, mais de façon générale, je dirais que ça ressemble un peu à ça. Et puis le petit garçon de 8 ans, plus on s'est mis à parler de la mort éventuelle de son père, lui a décidé de se lever et de quitter la chambre. Donc là, vous imaginez la réaction. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je connaissais la famille avant. Très grands avantages pour moi, je pense pour la famille aussi. J'ai dit, donnez-moi une petite minute. Je suis sortie et on a une salle à l'étage où est-ce qu'il y avait un piano. Et le petit garçon est allé dans ce salon familial-là, comme il y a dans plusieurs hôpitaux, là, aux maisons de soins palliatifs. Puis je lui ai demandé, est-ce que ça va? Il dit, oui, mais j'ai juste besoin là, de quelques minutes, je vais revenir. Mais je l'ai laissé là. Pourquoi? J'ai peut-être pris un risque, effectivement. Mais en sachant très bien que je retournerais voir. Et quand je suis rentrée dans la salle, j'ai dit, je pense qu'il a juste besoin d'un petit temps pour lui. On va lui laisser quelques minutes, puis on va voir. Il est revenu de son plein gré. Donc, il est revenu, et puis il a commencé à poser des questions. Et là, quand on demande aux gens, enfants ou adultes, « As-tu des questions? » Des fois, il faut se préparer, être capable de répondre. Puis je dis être capable. On n'a pas réponse à tout, mais si quelqu'un me dit « Est-ce que mon père va mourir? Est-ce que ma mère va mourir? » Puis ça, quand je rencontre les parents tout seuls, avant, des fois, ils me disent « Ouais, mais là, si mon enfant il me demande ça, je dis quoi? » J'ai dit « Faites semblant qu'il vient de vous le demander. Ça serait quoi spontanément votre réponse? » « Ben oui. » Ben, j'ai dit « C'est ça. » Mais tu sais, hein, en théorie comme en pratique, des fois, c'est bien différent. Donc, à ce moment-là, souvent, quand les enfants vont me poser des questions, toutes sortes de questions, avant de répondre, c'est une technique que moi, j'applique, mais c'est une technique que je suggère à beaucoup de gens. J'ai dit, demandez-leur donc, qu'est-ce que toi, t'en penses? Hey, vous allez vous sauver beaucoup de sueur chaude, sueur froide, ou les deux. Donc, souvent, l'enfant va se mettre à vous expliquer et à vous répondre. Puis là, il va me dire, oui, là,
Oui, mon papa, il va mourir, mais c'est pas grave, après, je vais m'en trouver un autre. Ça, c'est vrai, réel. Une autre famille, Marie-Solange Harry, ma collègue, hein, mais c'est un petit garçon de 3 ans. Avec son papa, on est tous dans la chambre, puis il y a plusieurs, c'est une discussion informelle, là, on n'est pas dans une séance organisée, là. Puis le petit gars, là, je le vois encore. Ben, c'est pas grave, papa. Il dit ça à son père. Quand tu vas mourir, je vais en avoir un autre, papa. Bon. Puis on est tous partis à rire. Puis là, après ça, il y en a 3, 4 qui disent, ben voyons donc, c'est donc bien effrayant. Mais j'ai dit, c'est effrayant, pourquoi? Ben, ça se dit pas. Mais qui dit ça? Ça se dit pas. Fait que quand je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, c'est un exemple. Puis en même temps, on parle, encore une fois, de quelque chose de très triste, mais on en rit. OK? Mais le papa, lui, là, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Ça l'a rassuré. Parce que sa réaction à lui, ça a été de dire, « Hey, mon gars, il va s'en sortir sans moi. » Ça prend quand même. On dit ça, puis après ça, on fait un autre travail, mais c'est toutes des petites perles que j'appelle. Puis c'est à ça qu'il faut s'accrocher, hein? C'est ça qu'il faut retenir. Puis quand même qu'on s'ostinerait là, de midi à 14 heures avec le petit garçon, mais non, là, ton papa n'en trouvera pas d'autres parce que t'en as juste un, puis ça, c'est la même chose. Je dis, perdez pas votre temps avec ça. Lui, dans sa tête, là, il est déjà passé à d'autres choses. Puis ça, c'est l'autre chose qui est magique avec les enfants. OK? Moi, je dis souvent, arrêtez de penser avec votre tête d'adulte. Puis là, quand je dis ça, des fois, je me trouve pas fine. Puis là, ils me disent, qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'ai dit, tout ce que comme parent, là, tout ce que vous me dites, là, allez, avez-vous validé ça avec vos enfants? Non. Bien, vous avez pris ça où? Ben, puis là, je fais toujours la blague. La journée où vous allez avoir une boule de cristal là, qui va tout vous permettre de deviner tout ça, là, vous me le direz. On va trouver quelque chose, on va les reproduire, on va les vendre, puis on va faire de l'argent. Je dis ça en riant, pas en niaisant, mais on n'a pas de boule de cristal. Puis même des fois, si on a de l'expérience, chaque personne en avant de nous est unique. Donc, avec une famille de 4 enfants, avec 4 âges différents, des garçons, des filles, écoutez, j'avais une multitude de possibilités. Et finalement, tout le monde est resté là et on n'a pas chicané les petites filles qui n'écoutaient pas. Ça, c'est l'autre chose. Je dis les petites filles qui n'écoutaient pas. Des fois, ça fait partie de notre éducation. Hein. Vous voyez comment je viens de le dire? Comme si on jouait et on dessinait dans un agenda, c'était pas correct. Mais non. C'est que c'est leur façon, à eux, de gérer leurs émotions dans le moment. Comme adulte, il faut s'asseoir droit, il faut être poli. Comme enfant aussi, là, mais je pense que c'est important de les laisser dans le jeu, de les laisser un peu dans l'agitation, parce qu'à 3 ans, on n'est pas capable de rester assis sur un sofa comme ça pendant longtemps. Donc, c'est important de jouer. Puis, je vous dirais une chose aussi. Je connais pas tant que ça les chats, mais je dis tout le temps, ils ont plein de petites antennes, là. Bien, les enfants, c'est comme ça. Ou on va les comparer à des éponges. Je trouve ça moins beau, mais les enfants, là, même avec des écouteurs sur la tête, là, moi, j'ai vu des ados, je pense que j'entendais ce qu'ils jouaient dans leurs écouteurs. Là. Dans le temps-là, il n'y a pas d'AirPod encore, mais quand même. Puis les parents, là, écoute, ils étaient prêts à s'ostiner, puis à chicaner, puis viens t'asseoir, puis il faut t'écouter Kimberly, puis là, te pose des questions. J'ai dit non. J'ai dit, laissez-la là. Puis là, dans ce temps-là, je fais exprès. Je pose des questions sur les enfants, puis là, je regarde comment ils réagissent. Puis ça, c'était une petite fille, là, elle était sortie de mon bureau, elle était allée s'asseoir dans le corridor. On avait laissé la porte ouverte. Puis aussitôt que ses parents se sont mis à parler d'elle, elle est rentrée. OK? Des fois, il faut être un petit peu rusé, là, puis je vous dirais que je ne suis pas de même à tous les jours. J'en échappe encore, mais encore une fois, je vous mentionne ça. Parce que si vous êtes à la maison, au salon, dans une chambre d'hôpital, peu importe, si vous pensez que vos enfants n'entendent pas ou ne vous écoutent pas, détrompez-vous. Ils ont leurs petites antennes. OK? Et c'est là, des fois aussi, la même chose. Les parents vont me dire « Oh non, mais moi, j'en parle de la maladie puis de la mort, là, mais mes enfants ne sont pas au courant. » Je dis « Ah oui, mon Dieu, dans quelle sorte de maison vous vivez, vous autres? C'est quoi les matériaux de construction que vous avez? » Je dis « Expliquez-moi un petit peu comment ça marche quand vous parlez de ça, puis vous êtes où à peu près, là? » Bien, des fois, il y en a qui me disent « Non, on n'en parle pas aux enfants, là, on n'est pas rendu là. » Rendu où? Bon, tu sais, je fais les blagues, hein, mais j'ai rendu où, vous voulez dire quoi? J'ai dit
détrompez-vous. Vos enfants ressentent ce que vous vivez. Ils savent que vous vous présentez à l'hôpital. Ils savent qu'ils se font garder par leurs grands-parents. Ils savent qu'ils vont jouer chez leurs amis. Ils remarquent les nuances. Ils remarquent les différences dans leur routine. Alors, et ils entendent les conversations au téléphone. Hein? Donc, à ce moment-là, ça va arriver dans mon bureau que je vais poser une question. Puis là, des fois, je dis aux parents, je les prépare un peu. J'ai dit, je vais poser des questions, puis je vais vous laisser jaser entre vous, là, parce que moi, ça, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de faire jaser. J'ai dit, si vous êtes mal pris, je vais vous aider. Et là, des fois, les enfants vont dire des choses que les parents, ils n'avaient aucune idée. Comment ça que ma fille, elle sait ça? Puis comment ça que mon garçon sait ça? Puis ils ont 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, c'est ça, encore une fois, pas sous-estimer les enfants. Puis la peur, je pense que c'est nous qui l'avons comme adultes, des fois. Hein? Fait qu'il faut se rappeler de ça, d'être capable de foncer. Puis pour revenir à la famille, effectivement, le papa a décédé dans la famille des 4 enfants. Et encore une fois, j'ai posé la question. Tu sais, la fameuse question, là. Question où des fois que les gens me mentionnent. Moi, j'aimerais ça être là lorsque la personne va prendre son dernier souffle. Mais là, je vous dirais que maintenant, je la pose à tout le monde, cette question-là. C'est quoi vos attentes? Est-ce que vous aimeriez ça être là? Oui. Parfait. Puis là, l'autre question, vous me voyez venir, hein? Si jamais vous n'êtes pas là. Parce qu'un autre cas réel, là, des fois, je me dis, c'est arrangé avec le gars des vues. La famille va être avec la personne en soins palliatifs 24 heures sur 24. Elle va à la salle de bain 2 minutes et la personne va décéder. Hein? Souvent, ça va avec le caractère de la personne. Là. Moi, je dis souvent, les gens décèdent de la façon qu'ils ont vécu. Mais bon, c'est ce que je pense. Donc, je demande aux enfants, voulez-vous être là? Un peu comme si jamais ton parent meurt pendant que tu es à l'école, est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on va te chercher? Est-ce que tu veux coucher à l'hôpital ou en maison de soins palliatifs? C'est important pour toi. Et dans cette famille-là, il y a 4 enfants. Donc, j'ai aussi demandé individuellement. Toi, t'aimerais-tu ça passer une petite demi-heure avec ton papa, toute seule? Ça, des fois, ça fait peur aussi aux autres professionnels ou même aux parents. Et souvent, les enfants vont dire oui, j'aimerais ça. Avoir un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. Ou le parent, comme tel, va dire oui, moi, j'aimerais ça passer un petit moment privilégié avec chacun de mes enfants. Donc, là, c'est là que moi, je deviens un peu comme door woman, comment on dit ça? C'est moi qui garde la porte. Hein? Fait que là, je m'assure que... Puis c'est même arrivé des fois qu'on va mettre un petit mot dans la porte, ne pas déranger, OK? Pour avoir un petit peu d'intimité. Et aussi de faire en sorte que les enfants puissent amener tout ce qu'ils veulent dans la chambre. Faire un dessin pour papa. Maintenant, tant mieux pour la technologie, faire un petit FaceTime ou peu importe la façon que vous employez, mais de communiquer de façon électronique aussi avec les enfants, je ne sais pas comment, virtuelle, je devrais dire. Ça aussi, ça se fait. Donc, puis de se coucher auprès du parent, même s'il ne parle pas. Puis moi, souvent, je vais leur dire, tu peux lui flatter les cheveux, tu peux lui pincer le nez, pince un orteil, voir. Puis là, des fois, ils ne savent pas trop, puis ils ont peur. Puis... Mais encore une fois, rappelez-vous de l'âge. À un certain âge, un enfant rentrerait dans la salle ici, il verrait un adulte, il va avoir peur. Tant mieux, des fois, c'est un bon signe. Puis il va se retourner vers l'adulte qu'il connaît très bien. Fait qu'encore une fois, rappelez-vous des comportements habituels des enfants que vous connaissez. Donc, avec cette famille-là, les enfants n'étaient pas là au moment du décès, mais on s'est organisé pour qu'ils puissent dire un au revoir. OK? Donc, ça peut se traduire en toutes sortes de façons. Je vais regarder l'heure, oui. Ça peut se traduire en toutes sortes de façons. Encore là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut être d'amener un petit toutou. Ça peut être d'écrire un petit mot. Ça peut être de mettre, je donne un autre exemple concret, là, tu sais, les petits tatous, des fois, les enfants qui aiment ça, mettre des petites choses ou un petit maquillage sur la main. Donc, encore une fois, tout est possible. Puis on organise ça avec l'équipe, encore une fois. C'est sûr que je vous dirais que la pandémie nous a donné un coup. Pour ceux qui ont perdu un être cher ou qui ont vécu une maladie grave avec un être cher pendant la pandémie, moi aussi, je me suis animée un petit peu. Puis j'étais prête à défoncer des portes s'il fallait que je le fasse. Bon, il fallait toujours respecter les règles, malheureusement.
Ça a été un défi additionnel, mais on a fait, je pense, de notre mieux hein, avec ce qu'on avait. Puis peut-être d'en faire une exception, de mentionner que la fin de vie, c'est un moment important. Hein? On dit toujours la mort, ça fait partie de la vie. Mais des fois, je pense qu'on n'apprend pas ça. Hein? Donc, d'y donner sa place. Je pense que c'est important. Donc, avec cette famille-là, encore une fois que le décès survient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit aux enfants, veux-tu venir voir ton papa quand il va être mort? Parce qu'on emploie ces mots-là. Et là, les enfants, ben oui. Puis là, les parents sont comme, ouais, mais là, attends un peu. Puis là, s'il devient bleu, ou là, ses mains sont froides, ou là... Donc, encore une fois, j'ai expliqué tantôt, hein, on tente de dire aux enfants qu'est-ce qu'ils vont voir, on va expliquer c'est quoi la mort, que la personne son corps arrête de fonctionner. C'est souvent là qu'on va le comparer à une machine. C'est là que j'ai tendance à penser au corps comme un ordinateur. Hein, parce que des fois, quand on va parler de crémation, on va parler d'enterrement, les enfants en bas âge, là, surtout 5-6 ans, là, ah, mais là, il va avoir froid, il va avoir faim, il ne pourra pas manger. Donc, encore une fois, des fois, je dis, si vous pensez à des jeunes enfants comme ça, pensez aux mots concrets. Hein? Il faut être très, très concret, très, très précis. Puis des fois, c'est des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Mais si les enfants sont prêts à être présents, à voir le corps, à y toucher, je sais que des fois, mon impression, c'est qu'il y a de moins en moins de corps qui sont exposés. Il y a beaucoup de crémations. Donc, ça aussi, la crémation, c'est un défi. Mais ça s'explique. Hein, on va le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Et c'est là qu'on va expliquer que le corps, quand il n'y a plus de vie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas froid, il ne ressent pas de brûlure, il n'y a pas faim. Donc, on va expliquer ça. Et c'est là que toutes les différentes, je te dirais, les différents rituels de deuil ou suite à la mort, il y en a qui font les funérailles de façon plus précipitée que d'autres ou plus rapide ou qui ont certains rituels. Moi, je dis toujours d'impliquer les enfants et de leur demander. J'ai un autre exemple de famille dont, encore une fois, c'est un papa, là, mais qui est décédé et lui a fait la demande de l'aide médicale à mourir. Et le petit garçon, 8 ans, il y avait 2 sœurs dans la vingtaine, des demi-sœurs, et le jeune garçon n'a pas voulu participer à l'aide médicale à mourir ou à être présent. Le défi qu'on a, c'est que même des fois, comme adulte, on ne sait pas trop comment on se sent si on ne l'a pas vécu, puis encore une fois, on ne peut pas se pratiquer. Hein? Donc, c'est là que je reviens encore à demander la question, poser la question. Et encore une fois, ça s'explique très bien avec le médecin, avec les différents professionnels, comment ça va fonctionner. Et c'est à la personne qui demande l'aide médicale à mourir, je dirais, c'est la personne qui est un peu le chef d'orchestre. Hein, le défi, encore une fois, c'est à l'intérieur d'une même famille ou d'un même groupe. Ça se peut qu'il y ait un parent qui dise « Oui, oui, moi, je veux que mon enfant soit là », et que l'autre parent dise « Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord ». Donc, ça aussi, ça fait partie de mon travail, d'essayer de négocier ça, puis ça ne se règle pas tout le temps. Là, mon exemple, c'est Walt Disney, là, mais les beaux romans à l'eau de rose, là, ça n'existe pas tout le temps, vous le savez, hein? Ça finit bien. Puis des fois, je me dis, est-ce que ça finit vraiment mal? Je ne suis pas sûre que ça finit nécessairement mal, mais ça ne finit pas comme on se l'attendait. Puis des fois, c'est ça qui nous perturbe. Hein? On avait des attentes, on voyait ça d'une certaine façon. Et aussi planifié qu'on pensait que ça pouvait être, la vie va nous jouer des tours. Et c'est là que les gens vont me dire, Kim, ça fait combien de fois que je te vois, là? Ça fait plus que 6 mois qu'on se connaît. On s'est vu ici et là pendant la maladie. On s'est préparé à la mort. Puis là, c'est comme si je venais d'apprendre hier qu'il était malade puis qu'il est décédé ce matin. Donc, et moi, que je fais le suivi d'œil par la suite, et c'est là que des fois, je réalise que j'ai dit, mais j'essayais des fois de poser des questions, mais je n'étais pas capable de t'amener là, puis je n'étais pas capable de t'amener là. C'est qui décide, qui amène où? Tu sais, encore une fois, ça aussi, c'est une danse, hein? C'est... Oups, je t'ai plié sur un pied, je pense que je vais reculer. Il faut être attentif à ça, puis il faut respecter ça. Moi, des fois, j'aimerais ça, tout savoir les danses, puis danser vite. Je suis un peu de même dans la vie, ceux qui me connaissent vont rire. Mais c'est pas tout le monde qui a mon rythme, là. Fait qu'encore là, c'est important de connaître le rythme de chacun. Donc, avec ces enfants-là, la famille de 4, je reviens toujours là, la maman avait pris le temps de faire un livre. Là, je ne fais pas de publicité pour personne, là, puis j'ai pas de conflit d'intérêt. Mais elle a décidé de sélectionner plein de photos
à travers les années avec les enfants et leur papa. Et elle a fait 4 livres identiques avec des photos. Donc, les 4 enfants avaient leurs livres à côté de leur lit. Bon, il y en a qui les ont serrés dans les tiroirs puis s'en sont pas servis pendant plusieurs années. Et la raison pourquoi je pense que j'ai sélectionné cette famille-là, c'est que j'ai eu le privilège de suivre cette famille-là au fil des années. Et croyez-le ou non, le garçon de 8 ans, bien, je l'ai vu quand il avait 18 ans. Puis ça fait pas si longtemps. Donc, j'ai réussi, puis là, je vais dire, je suis fière de moi, je me pète pas les bretelles souvent, mais j'ai réussi à créer un lien avec cette famille-là. Donc, j'ai vu les 2 jeunes filles à 10 ans, à 12 ans. Donc, je les ai vues dans l'adolescence. Parce que la maman, hein, on s'entend, là, ceux qui ont des ados, ça n'a rien à voir avec le deuil, là. C'est pas toujours facile. Fait qu'avec le deuil, existe tout le reste, hein. La vie prend pas une pause, là. Tout continue. Donc, il faut continuer d'adresser ça. Et puis, ils avaient tous gardé leurs livres avec les photos. Et puis, le garçon de 18 ans, sa mère m'appelle, elle me dit, « Écoute, Kim, elle dit, penses-tu que tu pourrais le voir? » Là, je dis, « Ouais, ça fait presque 10 ans, tu sais, mon travail, là, j'ai-tu le droit? » Puis bon, hein, l'autre chose, là, quand on travaille dans certains domaines, il y a des règles à respecter, Bon, j'ai une bonne équipe aussi, je pense, puis j'ai un pouvoir de persuasion peut-être quand même pas pire quand ça me tente. Donc, j'ai vu ce garçon-là qui était rendu à l'université. Mais il dit, « Kim, j'ai de la misère à me faire des relations. Les jeunes se revirent vers moi, mais je suis pas bien. Au niveau des émotions, c'est difficile. » Et moi, je me dis, « Ben moi, il est rendu à l'université, ça va super bien, là, regarde. » Puis j'ai dit, « T'as-tu encore ton livre que ta mère, elle t'a fait? » Elle dit, « Ben oui. » Ben j'ai dit, « On se verra pas juste une fois. » J'ai dit, « Tu vas m'amener ton livre, puis on va s'en servir. » Donc, tu sais, des fois, les gens vont faire une petite boîte, là, j'appelle ça une boîte de trésors, là. On met toutes sortes de petits gadgets, là, toutes sortes d'affaires, de souvenirs. Puis des fois, ben quand les enfants ont 2 ans, puis 4 ans, puis 7 ans, puis 8 ans, eux autres, ils ne pensent pas à ça. Puis c'est là que je vous dis encore, les membres de la famille, puis les proches, c'est là qu'ils sont importants. Parce que eux, c'est sûr que les petites filles de 2 ans puis 4 ans, ils s'en rappellent pas. Ceux qui s'en rappellent le plus là, de la rencontre à l'hôpital, puis tout ça, c'est les garçons, puis encore là, c'est un petit peu flou, leurs souvenirs, tu sais. Mais il y a une façon de... Parce que leur deuil évolue. Hein, c'est ça la différence, encore une fois, entre les adultes et les enfants. Eux vont vivre le deuil tout au long des différents stades de développement, à tous les points tournants de leur vie, que ce soit une graduation, un mariage, un enfant. Il va avoir comme un petit fossé des fois qui va s'installer ou une petite vague qui va les frapper. Donc, ce garçon-là est venu dans mon bureau, puis on a ressorti le livre de son père. Puis on a parlé des émotions. Parce que je pense que lui, ses émotions, il les a gardées à l'intérieur. Il a appris en grandissant à les exprimer de certaines façons, puis il est peut-être resté pris en quelque part. Fait que il n'est jamais trop tard. Tu sais, des fois, les parents me disent « Voilà, mon enfant, il n'a pas pleuré, faut-tu que je m'inquiète? » Je garde un œil. Garde la communication ouverte. Hein, dans mon expérience avec les enfants ou les adolescents, en moment de crise, là, deuil ou pas deuil, je dis tout le temps, faites semblant qu'il y a un petit fil de pêche invisible là, qui vous relie à votre enfant, là, peu importe ce qu'il fait. Vous allez avoir le goût de le couper une fois de temps en temps, là, mais essayez de vous retenir. Hein? Puis ça, c'est payant. Ça fait mal, mais ça paye. Donc, ce garçon-là a réussi. Il est revenu me voir une 3e fois, puis il dit, « Écoute, Kim, j'ai été capable de m'ouvrir sur mon père et même d'en partager avec mes amis. » Parce que comment on se définit quand on est un enfant qui perd son parent? Là, ça m'amène à l'école. Hein? La fête des pères, la fête des mères. C'est quoi ces fêtes-là? Et on commence l'école, puis là, ben, pour briser la glace, on demande aux enfants, « Parlez-moi de votre famille. » Et là, moi, ça me fait toujours rire, puis j'aime toujours ça quand ça arrive. Bien là, tu as un enfant de 5 ans à la maternelle qui dit « Bien, moi, mon papa, il est mort. » Vraiment comme ça, là. Imaginez-vous la réaction du prof. Et ça m'arrive de travailler avec des professeurs ou des intervenants scolaires. Donc, quand c'est nécessaire, je vais guider les parents comment informer l'école ou comment mettre des choses en place par rapport au deuil par la suite. Si jamais vous voyez que l'enfant tombe dans l'une ou pleure à l'école, qu'est-ce qu'on peut permettre à cet enfant-là, sans y donner quelque chose de trop spécial puis différent des autres, parce qu'à l'adolescence, les enfants, ils ne veulent pas être traités différemment.
Fait qu'eux autres, ils veulent pas en parler de leurs parents malades, puis ils veulent continuer d'aller à l'école comme si de rien n'était. OK? Mais c'est correct des fois que le prof le sache. Fait que moi, je vais travailler avec les parents, comment informer l'école. Puis je vais même demander aux enfants, qu'est-ce que tu aimerais que tes parents disent à ton professeur? OK? Parce que malheureusement, on n'est pas parfait, on est des humains, puis des fois, on pense bien faire, puis ça fait l'effet contraire. Fait que c'est déjà arrivé dans une classe qu'un prof a dit à tout le monde, mais en passant, le papa de Kimberly, par exemple, ben là, il est mourant. Fait que si jamais Kimberly a de la peine, bien, surprenez-vous pas. C'était une bien bonne intention, mais l'enfant, par la suite, se sent un petit peu traité autrement. Puis on le sait tous, là, des fois, à un certain âge, tout ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde. Fait qu'on ne veut pas avoir cette différence-là. Donc, je ne sais pas si ça résume bien le travail que j'ai fait avec cette famille-là, ces enfants-là. Et soyez conscients. Si c'est vous qui êtes dans le deuil, il y aura un autre adulte ou un autre enfant qui va jouer un rôle dans la famille. Et moi, comme intervenante, je dis tout le temps que c'est un privilège de faire mon travail, mais je reste toujours un peu consciente du rôle que je joue. À un moment donné, je dis « Oh, attends une minute, là. Ils me prennent-tu pour le père? Ils me prennent-tu pour une autre mère? La grande sœur? » Puis des fois, c'est correct. Fait qu'autour de vous, dans le deuil, peu importe ce que vous faites dans la vie, avec qui vous êtes, sous-estimez pas le rôle que vous jouez auprès de ces gens-là, que vous les voyez souvent, rarement, à l'occasion, un petit coup de téléphone, parce qu'on le sait, hein, une fois que la personne décède, le deuil reste avec nous. Disons que c'était moi qui étais en deuil. Et une autre chose que j'entends souvent, c'est « la vie continue, oui, mais les gens autour reprennent leur vie. » Et encore là, ils ne devinent pas, puis des fois, c'est pas facile de demander de l'aide. Puis des fois, on ne se sent pas normal de demander de l'aide. Après tout ce temps-là, je devrais être correct. Ça, c'est moi, ça. Mais non. Oui, je suis correct, mais j'ai encore mal, j'ai encore de la peine, j'ai encore de la colère, j'ai encore des images dans ma tête, j'ai encore des senteurs, des odeurs, j'ai encore des paroles, Tiens, ça m'amène à penser à ça aussi, la respiration, quand la personne est près de la mort. OK? Puis moi, là, même si ça fait un petit bout de temps que je fais ça, je vais souvent voir les médecins ou les infirmières ou le personnel médical, puis là, je dis « Corrige-moi donc, là. Quand on donne tel médicament, ça ne cause pas la mort. Hein? » Non, OK, merci de me le rappeler parce que je me fais influencer, moi aussi, puis à un moment donné, je doute. Puis quand la personne, elle respire comme ça, est-ce qu'elle est en douleur ou elle est correcte? Puis j'ai appris, mais je vais me reconfirmer tout le temps, puis souvent, je vais le dire aux parents ou aux proches, même aux enfants. Là, je leur dis, penses-tu que présentement, là, ta maman, elle a de la douleur? Fait que là, ils me disent, ah ben ouais, mais là, oui, garde, elle fait telle affaire, puis j'ai dit non. Puis là, on trouve un processus, puis des fois, je dis, attends, on va aller chercher le médecin, elle va nous l'expliquer. Fait que d'aller rechercher l'information, même si, parce qu'entendre quelqu'un dans son dernier respire ou dans ses derniers souffles, je sais pas, je peux le dire comme ça, des fois, on a l'impression que c'est douloureux et que c'est souffrant. Puis si on a des doutes, là, puis si on a la possibilité d'aller chercher quelqu'un, dire « Hey, venez donc voir, là, ma mère, comment elle va, ou mon père, parce que j'ai l'impression qu'elle souffre. » Et faites-vous-le expliquer. OK? Parce que prendre soin de la personne, ça va jusqu'à la mort et même après la mort. Hein? Quand on décide d'aller voir la personne déjà décédée, oui, c'est important. Donc, je pense que je vais continuer toujours d'apprendre de la part des... Je vais les appeler les petits patients, même les grands patients aussi. Puis c'est ça, je pense que dans notre vie, on joue tous les rôles. Hein? On est une mère, on est un enfant, on est un grand-parent, une tante, une sœur, peu importe, là, je dis ça parce que j'utilise le féminin, là, mais... fait que peu importe dans tous ces rôles-là, je pense qu'il faut s'adapter, mais encore une fois, poser la question à la personne en avant de vous, peu importe son âge. Si je regarde le temps, il approche presque 8 heures. Ouais, je ne sais pas si on serait prête à... Oui, quand un parent est malade. Merci, Joanne. Ce livre-là, maudit, j'ai failli à ma tâche. J'aurais dû aller te chercher. Mais ce livre-là, comme sur différents sites là, sur le deuil, vous pouvez le retrouver. Et souvent, je dis, c'est un peu comme une petite Bible.
C'est vraiment écrit simplement, phrase courte, page par page. Il l'a en français aussi. Donc, en anglais et en français. Donc, des fois, ça peut... quand on est dans une situation là, de maladie grave et de deuil, on n'a pas le goût de se mettre à lire des tomes ou des livres de 14 chapitres, là. Donc, c'est toujours une belle ressource. Merci beaucoup d'avoir donné un portrait de ton travail. Et on voit à quel point, depuis 15 ans, tu en as rencontré des gens et puis qu'il y en a qui restent dans ton cœur, surtout quand tu as eu l'occasion de les suivre plus longtemps. Quand tu parlais, je les voyais, les petits-enfants, puis il me semblait que je le voyais, le jeune homme, à 8 ans, puis après ça, à 12, puis à 18 ans. C'est quelque chose de voir le chemin du deuil, au fond, le chemin que le jeune parcourt. Je suis certaine qu'ici, ce soir, il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers dans les milieux de soins palliatifs. Et je ne sais pas s'il y a des personnes présentes ou peut-être sur le web qui aimeraient poser des questions, justement, vérifier des choses par rapport à tout ce que Kimberly nous a confié. S'il y a des choses qui sont pas claires ou que vous avez vraiment un commentaire ou question, ça ferait du bien. On est ensemble pour ça. Je trouve que l'occasion est toujours belle de se retrouver dans un petit groupe où on peut poser une question, arriver avec un souci, un commentaire, et puis à deux, on devrait être capable. On devrait être capable. Oui, oui. Alors, est-ce que quelqu'un déjà aimerait... Oui. J'ai une petite question. Il s'agit peut-être plus de l'après. Chez des enfants, je vais vous les situer pour qu'on puisse... 4 ans, 2 ans. L'après, dans le sens où, comment on garde vivant la personne qu'ils ont perdue? Quel legs on peut leur laisser? Parce que souvent, on se rend compte qu'à cet âge-là, vous l'avez dit tantôt, ils sont partis, on est dans le moment présent, on n'y passe pas nécessairement. Est-ce qu'il y a des trucs là-dessus? Est-ce que vous suggérez quelque chose pour garder vivant un peu ces personnes-là qui ont été importantes, plus que dans un livre de souvenirs? Parce que ça, c'est fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous suggérez à ce niveau-là? Au-delà, c'est ça, des objets ou du petit coffre ou des photos, je dirais d'en parler. Puis c'est certain, plus vous allez parler de la personne à différents moments de la vie, oui, peut-être accompagné d'une photo où est-ce que l'enfant se retrouve. Comme les 2 petites filles, là, ils me font penser exactement à l'exemple que vous me donnez, là. C'est d'en parler. Et quand je les ai vues, moi, ces petites filles-là, à 12 ans, là, ces maintenant plus grandes filles-là, elles m'ont dit, c'est drôle parce que je m'en rappelle pas. Puis des fois, elles se sentent quasiment coupables. Fait que dans ma réponse, c'est important, je pense, d'en parler, de montrer des choses, mais aussi de dire c'est normal que tu t'en rappelles pas. Et des fois, ils vont avoir des réactions. Et là, vous allez dire, oh mon Dieu, ça c'était comme son père. Ou ça c'est comme sa mère. Je ne sais pas pour vous autres comme parents, là, mais des fois, les enfants font des affaires, puis là, ils se disent, oh mon Dieu. Ça, c'est moi, ça, c'est mon mari ou ma conjointe. Ou comme parent, on va dire, oh là, je suis comme ma mère. Ça m'arrive des fois de me dire ça. Donc, c'est difficile de garder vivant. Je vais être honnête, là. Puis ça dépend, c'est quoi la définition de garder vivant? Tu sais? Oui, oui. Mais c'est que là... Moi, ça va plus loin, ma question. Oui. Doit-on le faire? Parce que si on se réfère à eux, souvent, ils nous en parleront pas nécessairement Oui. de papy, de mamie, pardon. Oui. Donc, est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça va nous rebondir dans 10 ans, ça? Puis que là, il va nous dire, tu ne parlais plus de mon père ou tu ne m'as pas parlé de ma mère. Je ne sais pas, je me semble que ça serait ça que... Bien, tu réponds, Joanne, ou je peux... Vas-y. Ça se peut que ça arrive, ça. Mais c'est qu'en même temps, comment je dirais ça? Tu sais, des fois, les gens vont me dire, mais là, faut-tu que j'en parle à chaque jour? Là, je vais te dire, tu sais, l'exemple de torture de la petite goutte d'eau, là. À un moment donné, non. Puis là, je pense que c'est là l'équilibre aussi entre l'adulte et l'enfant. Si c'est important pour vous d'en parler, de mettre des photos, d'avoir des objets, faites-le. Là, ils vont dire, hey,
Comment ça que ma mère, elle parle de papi puis de mamie ou qu'elle parle de papa tout le temps? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette personne-là? Ça fait partie de ton héritage, ça fait partie de ton histoire. Donc, ton papa faisait ça à l'école, faisait ça dans la vie comme travail. Puis, ça dépend aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ce rôle-là de parent? Il y aura un autre, là, c'est là que je dis un autre papa ou une autre maman, mais une autre figure significative, adulte, parentale peut-être, qui va venir à jouer. Puis là, ça dépend, encore une fois, de l'adulte. Comment on est confortable comme parent de léguer ce rôle-là à l'autre personne. Et ils vont finir par savoir, les enfants vieillissants, que biologiquement, c'est pas lui ou elle, mon papa ou ma maman. Et c'est plus tard que vous aurez à l'expliquer. Puis ça se peut que vous allez dire, « Hey, des photos, je t'en ai montré. J'ai passé mon temps à t'en parler. » Tu avais zéro intérêt. Hein? Mais je pense qu'encore une fois, de garder le dialogue ouvert, mais c'est ça, c'est très difficile de le garder. Je vais être honnête avec vous, là. J'ai pas rencontré d'enfants de 2 ans qui m'arrivent à 18 ans et qui me disent « Oui, oui, je me rappelle de tout. » Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai une histoire à ce sujet qui m'a beaucoup marqué. Un jour, on avait une conférence qui était donnée par un psychologue qui venait de l'extérieur, puis c'était sur la relation d'aide. Mais il a commencé sa conférence en nous disant, avant d'aborder le sujet pour lequel je vous ai convié, j'aimerais vous parler de ma grand-mère. Alors, d'accord, on est à peu près 500 dans la salle. On la connaît pas, mais c'est correct. Donc, il commence à dire, vous savez, ma grand-mère, elle faisait des muffins extraordinaires. Ma mère m'a donné la recette. Et puis, savez-vous quoi? Je répète les muffins que ma grand-mère faisait, puis tout ça. Puis je l'aime tellement, cette grand-maman-là. Je l'aime, elle est magnifique et tout ça. Puis, je voulais vous en parler parce que je la trouve exceptionnelle. Puis, il va comme ça, avant la conférence. Finalement, il dit, « Je vois que vous commencez à trouver ma grand-mère pas mal intéressante. » Alors, il dit, « Ben, moi aussi, à travers les paroles de ma mère, je trouve ma grand-mère intéressante parce que je ne l'ai jamais connue. Exact. Et j'étais pas née quand elle est décédée. Et ma mère m'a fait le bonheur de me la présenter après et de me dire qui elle était. Et elle m'a souvent raconté cette histoire quand ta grand-maman faisait ça, puis quand ta grand-maman nous faisait rire. Mais c'est comme si je l'avais connue, ma grand-maman. Alors, il dit, je vous dis ça pour vous dire que c'est important de parler de ceux qui ne sont plus. Parce que ça m'a fait beaucoup de bien, moi, de connaître à travers la parole des vivants quelqu'un qui est plus là. C'est une autre version. On a toutes sortes de versions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et c'est juste de savoir que des fois, ça fait du bien d'entendre parler de ceux qui ne sont plus, parce que au fond, on les aime. On les aime comme on les a connus, ou on aimerait ça être capable de dessiner un peu leur portrait et de laisser ça comme legs toujours. Mais ça, comme tu dis si bien, ça dépend de chaque personne, ça dépend si c'est quelque chose qu'on pense qui fait plaisir à la famille. Non, peut-être pas toujours en parler, mais des fois à des occasions bien spéciales, lors d'anniversaires ou quoi. Mais des fois, quand là les gens y vont moins, se recueillir au cimetière, aller voir la personne, puis expliquer à l'enfant, tu sais, c'est ici que ça s'est passé, puis t'as pas pu venir, mais j'aimerais t'amener aujourd'hui que tu vois où on a installé ton papa, ton grand-père. Donc moi je crois que ça fait du bien. Moi j'aime beaucoup quand les gens viennent me parler de leurs défunts. Je les ai jamais connus et je les rencontre à travers la parole des vivants. Et si j'avais pas eu des personnes vivantes pour me parler de tous ceux qui ne sont plus, je sais pas comment je ferais pour réfléchir à la mort. C'est grâce à toutes ces paroles des vivants
que je me suis rapprochée de ceux et celles qui sont morts. Et les personnes qui nous parlent et qui nous confient des choses importantes par rapport à l'être aimé qui n'est plus, moi, c'est comme si il était avec nous. C'est comme si on l'inclut. La personne est avec nous. Alors, ça, moi, c'est ma façon. Et il y a toutes sortes de façons. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec les enfants. J'ai plus travaillé avec des adultes ou des jeunes adultes. Tu en vois peut-être aussi des jeunes adultes au chevet de parents ou les parents au chevet d'un jeune adulte. Jeunes adultes. Oui, Alors, ça aussi, il y a plein de choses. Hein? Donc, vous voyez, une belle question, ça peut nous aider à aller loin. Alors, allez-y avec des commentaires ou des questions. On en a une autre ici, puis on va en avoir une, je pense, en ligne. On va la lire après. D'accord. Bonsoir. Un commentaire, en fait 2 commentaires et une question qui amèneront à une question. D'abord, je voudrais vous dire que c'est très apaisant d'entendre tout ce que vous venez de dire, en tout cas pour moi. C'est apaisant d'entendre dire et nommer ce qui est inacceptable quand on est devant la mort de quelqu'un qu'on aime. En tout cas, c'est inacceptable pour moi au moment où c'est arrivé. L'autre élément que je voudrais apporter, c'est un livre. Moi, je travaille avec les enfants et je voudrais attirer votre attention. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un album qui est publié à... je ne m'en rappellerai plus. Je pense que c'est La Courte Échelle. Je vais vérifier. Ça s'appelle « Si Rose était là ». Et c'est l'histoire d'une petite fille dont la grand-mère est décédée, qui se rappelle tout ce qu'elle a vécu d'extraordinaire, d'amusant, de fantaisiste avec sa grand-maman. Et donc, c'est une façon pour elle de la garder avec elle. Puis c'est un livre magnifique. Fermons ce commentaire. Ma question concerne une phrase que vous avez dite tout à l'heure, Kimberly. Vous avez parlé de l'importance de normaliser la peine, la colère, et etc. J'aimerais ça que vous reveniez là-dessus. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, normaliser. OK. Ça m'amène à me demander qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein? Je pense que ce mot-là, il faut être prudent quand on l'utilise ou on l'emploie, mais je dis... Dans le fond, quand je dis qu'il faut normaliser, c'est qu'il faut être capable de... Il faut être capable. Je veux encourager les gens à faire ressortir la façon dont ils ou elles se sentent ou se sentent. De donner le droit. Par normaliser, là, probablement que je veux dire donner le droit. Puis les enfants, c'est ça qui est un peu délicat des fois. Hein, ramasse ta chambre... Je vais m'épargner les mauvais mots, là. On va tomber dans une discussion conflictuelle où est-ce qu'il, des fois, il va y avoir de l'insulte, où est-ce qu'il va y avoir... Mais dans le fond, en dessous de ça, il y a de la colère, où il y a beaucoup, beaucoup de peine. Donc, là, je vais peut-être un petit peu plus loin, mais en disant, OK, si mon enfant réagit comme ça, puis ça peut être l'adulte aussi, c'est que, OK, c'est vrai, il vient de vivre ça, cette perte-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? OK, probablement de la colère ou de la peine. Et des fois, d'aller poser la question. Tu sais, des fois, il faut mettre des mots, il faut suggérer des mots aux enfants parce que c'est pas tout le monde qui sait comment exprimer leurs émotions et mettre des mots dessus. Donc, on peut aller les aider à mettre des mots. Puis souvent, il y a des émotions qu'on perçoit comme étant des émotions positives, des émotions négatives. Encore une fois, moi, je dis tout le temps, c'est ce qu'on fait avec. Qu'il y ait des fois qu'il y a des conséquences négatives ou des conséquences plus positives, mais les émotions en soi ne sont pas... je ne veux pas qu'on les juge là, comme étant positives ou négatives. Donc, encore une fois, peut-être de là vient mon mot « normaliser ». Et des fois, un parent va pleurer. Oui, mais là, je ne peux pas pleurer devant mon enfant. Pourquoi?
Fait que normaliser peut-être avec cet exemple-là dans le sens d'être un modèle, d'être un exemple pour l'autre. Puis pas juste dans la peine, dans le plaisir et même aussi dans la joie. Parce qu'on peut être en deuil et ressentir du plaisir. Et souvent, les gens vont me dire « Hey, je me sens tellement coupable. » Puis des fois, je vais dire aux gens « Avez-vous ressenti du plaisir dernièrement? » Ils me disent « Hey, oui, c'est pas drôle, parle-moi-en pas. L'autre fois, je suis allée souper, puis il y a quelqu'un qui a fait une blague, puis j'ai trouvé ça drôle. » Je dis « Ben oui, puis c'était correct, t'as ri, oui, bon, c'est approprié. » Hein, fait que, mais j'ai dit « T'as encore de la peine, là? » Ben oui. Je dis « Bon. » Fait que quand je dis normaliser, c'est peut-être aussi se rappeler la coexistence de l'éventail d'émotions. Tu sais, je vois ça comme un arc-en-ciel, finalement, là. Que tout ça peut cohabiter et ça vient et ça va avec, tu sais, beaucoup d'imprévisibilité. Puis on se comprend pas comme adulte des fois, donc imagine comme enfant. Puis un parent qui pleure, là, ou qui se fâche, bien, des fois, ça fait du bien parce que l'enfant dit « OK, moi aussi, de bord, j'ai le droit de pleurer puis j'ai le droit de me fâcher. » Fait que je pense qu'avec normaliser, merci de poser la question, il y a le mot « se donner le droit » qui va avec ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Puis je veux juste rajouter une petite chose rapidement. C'est aussi que dans notre société, souvent, on veut pas que les endeuillés pleurent plus que 2 semaines. Et quand ça fait 1 an qu'on pleure, et qu'on pleure à tous les jours, les gens peuvent pleurer des mois et des années. Et c'est normal pour eux de pleurer. C'était le lien très serré qu'il y avait avec la personne. Et on peut pas dire, ben c'est pas normal d'avoir de la peine comme ça. Mais notre société est mal à l'aise avec les endeuillés. Alors, si quelqu'un est en colère, on a peur. Si quelqu'un pleure, on la pense déprimée. Et c'est dans ce sens-là que Kimberly le dit bien, on doit simplement laisser vivre l'émotion. Mais c'est plus pour une société, souvent, que c'est difficile à comprendre le trajet, la trajectoire d'un endeuillé. Et ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et les gens disent, c'est pas normal, là. Ça fait 4 ans, là, qu'elle est pas bien. Et c'est là qu'on n'aime pas ça, quand on est dans le milieu. On comprend qu'une personne peut être encore blessée. C'est sûr que elle va cicatriser, comme on dit, là, la personne, mais des fois, ça prend pas grand-chose pour réouvrir la blessure. Hein? Merci. Oui. Oui, j'ai une question sur le chat d'Annie-Claude. Comment offrir ses sympathies à un enfant qui a perdu un parent? Alors, parce que les mots, on est habitué à avoir des mots de sympathie, mais pour les adultes, fait qu'elle voulait savoir si tu avais un truc, quoi dire pour un enfant pour offrir ses sympathies. Je l'avais pas vu venir, celle-là. C'est une belle question. Une très belle question. Il faut que je réfléchisse. Hey, c'est drôle, hein? Mais je suis contente. Merci. Annie-Claude? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Annie-Claude, pour votre question. Comment offrir nos sympathies? C'est là que je vois que j'interviens beaucoup. J'étais pour dire pas... pardon? Directement, spontanément. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr qu'on ne dira pas mes sympathies pour la perte de ton papa. Écoute, l'enfant, il va vous regarder en me dire de quoi tu parles, tu sais. Hey, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est drôle, hein? Mais j'aurais tendance à... Oui, allez-y. C'est une bonne idée. Hein? Elle dit « Je suis triste » et toi, oui. Comment te sens-tu? Hein? Ça a bien d'allure, ça. Je pense qu'il faut y donner un contexte. Okay? Dans le fond, là, quand je dis « je ne sais pas quoi répondre », c'est que je cherche un contexte. Donc, on est où quand on veut offrir nos sympathies? Oui. Tu sais, est-ce qu'on est à l'école? Est-ce qu'on est au ski? Est-ce qu'on est aux funérailles, à l'église? Donc, je pense qu'il faut aller chercher un indice. Et quand on n'en a pas, moi, madame, j'aime beaucoup, beaucoup votre réponse, c'est de dire, OK, moi, je me sens comme ça, je peux peut-être partager à l'enfant comment moi, je vis ça. Tu sais, « Hey, allô, Philippe, comment ça va? Hey, moi, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui. Toi, comment tu te sens? » Puis même ça, comment tu te sens? Ça se peut qu'il vous regarde drôlement, là. Hein? Mais, puis des fois, c'est de poser peut-être des questions par rapport à... Juste de demander comment ça va aujourd'hui. Comment tu vas?
Fait que dans le fond, avec les enfants, il ne faut pas nécessairement penser qu'on adopte un langage de deuil. Là, quand je dis ça, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de dire là, moi, un langage de deuil? Mais c'est ça, encore une fois, on va dans notre tête d'adulte, puis même là, vous avez un exemple très concret que je me fais prendre moi-même en disant, attends une minute, comment on dit ça? C'est qu'on y va dans l'action, on y va avec eux. Puis encore là, c'est bien plate, hein, parce que je ne vous donne pas de recette. Puis je ne vous donne pas de mots précis. Ça sera toujours. Bien, OK, mais ça aussi, merci beaucoup. C'est une autre partie de la réponse. Des fois, c'est de savoir ne quoi pas dire. Parce que savoir se taire, hein, on entend ça ici dans la salle. Hein, c'est quoi, le silence est d'or? Non, mais... C'est plutôt l'accueil aussi de l'enfant. L'accueil de l'enfant. C'est beaucoup la chaleur qu'on lui démontre dans un moment de vulnérabilité. Je pense qu'il va sentir, l'enfant, s'il est accueilli, puis qu'il est en sécurité, parce qu'un enfant en deuil, c'est un enfant qui manque de sécurité. Alors, je crois que de le sécuriser avec un accueil qui est naturel, que chacun va démontrer à sa façon, selon notre personnalité. Et je crois que l'enfant, quand il se sent bienvenu, quand il se sent au bon endroit, quand on peut lui dire je suis contente que tu sois avec nous, des trucs comme ça, pour qu'il sente qu'il a sa place. C'est peut-être ça. Puis offrir nos sympathies, le pensez-y. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on offre nos sympathies? Qu'auprès de l'enfant. Oui. Oui, juste m'assurer que les gens qui sont en ligne puissent bien vous entendre. Oui, justement, juste un instant. Juste, je fais une petite parenthèse tantôt avec ce que vous disiez, comme quoi que l'enfant, j'ai peur je suis en train de perdre mon fil. Tu sais, comment que, il sent l'enfant, les questions qu'il peut se poser, ou comme tantôt on disait, l'enfant il va dire, tu sais, il va-tu avoir froid, tout ça. Mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse que c'est peut-être ridicule, mais en tant qu'adulte, on le pense aussi. Tu sais, je viens de le vivre, puis souvent tout ce que vous disiez, et pourtant, j'ai été éducatrice en service de garde, éducatrice spécialisée, j'ai tous les outils, puis je me trouvais ridicule de poser la question, ou d'habiller ma mère avec un pyjama chaud en attendant qu'il vienne la chercher. Fait que, tu sais, juste aller à l'intérieur de nous, comment on se sent, pour être capable de répondre à l'enfant, parce que je pense que, tu sais, plein de choses que vous avez dit ce soir, que je me vois présentement, je me vois que j'étais là, mon Dieu, elle va avoir froid, puis, tu sais, toutes des choses comme ça, fait que c'est la même chose. Qu'on se fait dire, bon courage, bien, OK, quel courage? Je le prends où, ce courage-là dont tu me parles? Fait que je pense juste d'aller chercher à l'intérieur de soi en tant qu'adulte, puis ce qu'on vit présentement, puis comment on peut le partager avec l'enfant à ce moment-là aussi, de comment on pourrait, nous, le recevoir. Oui, vas-y, Joanne. Oui, en fait, je trouve ça formidable, ce que vous nous dites. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on se sent comme vous aussi. On est tout petit quand on perd un être cher. On n'a plus d'âge. On régresse. On a déjà été enfant. On a déjà eu peur. On a déjà été en insécurité, et on retombe un petit peu dans cette insécurité-là. Et je trouve ça tellement beau, la symbolique de vouloir habiller quelqu'un pour aller au cimetière, dans le cercueil. Je trouve que c'est plein d'attention, c'est plein d'amour. Vous savez... La transition entre les beaux vêtements que j'amène au salon pour qu'elle soit belle, qu'elle parte dans la dignité pour la crémation, mais en attendant, entre le CHSLD, qui viennent la chercher, puis que là, c'est la fenêtre ouverte, parce que c'est pas comme à l'hôpital qu'il n'y a pas de morgue, ils rouvrent la fenêtre en attendant qu'on aille au salon, qu'on fasse des arrangements, qu'ils viennent la chercher. C'est tout ça, c'est comme... On se sent comme un enfant. Absolument. Et puis, moi, d'autant plus, dans ma situation, présentement, ma difficulté, et ça, c'est
ma mère était devenue mon enfant. Elle avait 90 ans, atteinte d'Alzheimer, perte d'autonomie sévère, que j'étais sa proche aidante et que ma mère était devenue mon enfant de 2 ans au niveau de l'autonomie, mon enfant de 5 ans au niveau des activités. Et là, c'est difficile parce que là, il faut que je réinverse les rôles pour arriver à faire mon deuil. Ah. Mais je me sens comme un enfant. Je ne sais pas pour vous, les autres, là, mais Oui, mais je je ne sais pense pas si je suis qu'on est la seule à plusieurs. me sentir comme ça, là. Mais... Même une psychologue pourrait se sentir comme ça. Mais Merci. non, c'est très beau, c'est très, très beau. Puis je pense que on rejoint les enfants et les enfants nous rejoignent finalement en se sentant tout petit. Hein? On a beau être grand, là, on est capable de porter ce qui nous arrive, mais à l'intérieur, on est d'une petite bonne femme ou un petit bonhomme. Et puis, on va grandir un peu plus tard. Mais durant le deuil, je pense qu'on est très petit, puis on a besoin de se faire réchauffer le cœur. Oui. C'est pour ça que vous avez envie de réchauffer la défunte. Oui. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, il y avait là? ici. Non? Je sais pas, vous voyez. Je fais quelques petits pas en arrière juste parce que je trouvais ça beau de revenir sur l'étymologie du mot condoléance, qui signifie finalement que l'on prend part à la douleur de quelqu'un. Et dans ce sens, pour revenir aux enfants, je me demande comment prendre part à sa douleur, et je crois qu'il y a autant de réponses qu'il n'y a d'enfants, mais probablement juste de lui offrir déjà nos bras ouverts et notre cœur ouvert. Après, les mots sont parfois manquants, c'est sûr. Oui, puis avec les enfants, les actions, la routine, d'aller les reconduire à un match de soccer. C'est fou, hein? Parce qu'eux ont le goût d'y aller, puis c'est ça qu'ils ont besoin. Ça fait partie, ça, de partager la souffrance ou la douleur, de leur concocter un petit repas, de faire une prière. Moi, j'ai un papa là, qui prie avec son petit garçon. Ils ont perdu là, la maman, ça fait 9 mois, là. Et ils font une prière ensemble. Et ça naît une façon. Donc, d'offrir les condoléances ou de partager la souffrance, c'est que ça ne se fait pas juste une fois. Et ça se fait tout au long. C'est un accompagnement, finalement. J'aime beaucoup. Merci d'avoir apporté cette définition-là, cette justification-là. Donc, c'est d'être dans l'action et d'être présent. Je reviens un peu des fois avec le côté plus concret de l'enfant. Et c'est là, des fois, que les adultes vont dire, bien, voyons, il n'est pas en deuil, il veut continuer de faire ses activités. Mais là, c'est là que vous allez voir, à travers les activités, ils vont continuer de dire des petites choses et parler de la personne qui n'est plus là. Parce qu'ils vont voir une autre maman au soccer ou un autre papa. Et c'est là que vous aurez la chance de les soutenir puis d'offrir les condoléances. Je vais leur dire comme ça, merci. Ouais. Oui. Avec les enfants aussi, ce qui est particulier, c'est que on ne peut pas leur dire « OK, dis-moi qu'est-ce que tu ressens maintenant ». Ça sort un peu n'importe quand. On est en train de conduire, on est dans un centre d'achat, puis whoop, il pop une question reliée au deuil. Fait que des fois, c'est déstabilisant. J'étais en auto dernièrement avec mon filleul, qui est très proche de moi. J'ai perdu mon frère il y a quelque temps. Puis il sait que mon frère est enterré dans un cimetière. Et depuis ce temps-là, mon petit Francis, il a peur des cimetières. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bien, je lui demanderais de quoi il a peur. Hein? Parce qu'en même temps, l'autre chose aussi, c'est ce qui me vient, là, je vais dire encore dans ma tête d'adulte, c'est là, je dis tout le temps la tête d'adulte versus la tête d'enfant. Il y a des adultes qui n'aiment pas ça aussi ou qui ont peur des cimetières, mais il y a encore des fois des idées préconçues ou des images qu'on associe. Il y a quel âge? Presque 8. Tu sais, puis souvent, ça va aller avec soit les jeux vidéo ou les films, les monstres, les fantômes. Tu sais, des fois, je dis, pensez un peu à ce que l'enfant voit dans son entourage. C'est quoi les stéréotypes, les associations qu'il fait. Donc, l'idée, tu sais, souvent, on dirait, le but, c'est de l'amener au cimetière, mais pourquoi? T'sais, peut-être c'est ça le but, on ne le sait pas, mais pourquoi qu'on ferait ça? Mais juste de demander. Qu'est-ce que...
Oui. C'est ça. Oui. Mais la conversation, elle peut revenir. C'est ce que j'ai beaucoup aimé de votre intervention. Ça sort comme ça, en bon français, out of nowhere. Puis ça aussi, ça déstabilise les adultes parce qu'on s'imagine que on en parle à un certain moment, dans un certain ordre. Puis on le sait, les adultes, là, les gens vont me dire, ben voyons, il me semble que j'étais correct, là. La dernière fois que je t'ai parlé, et là, une chanson à la radio qui a passé ou j'ai eu une odeur de je sais pas quoi, puis là, pouf, ça m'est revenu. Fait que cet effet surprise-là, je pense de demander de quoi il a peur. Je pense que ça pourrait être une bonne... Et j'aurais aussi juste une petite chose, on se complète toujours. Hein? J'en profite pour vous dire, peut-être vous le savez, durant l'été, au repos Saint-François d'Assise, ça fait quelques années, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas trop, il y a des concerts tout l'été, juillet et août. Et ça met le cimetière complètement différent. C'est comme... il y a beaucoup de personnes qui vont l'été, puis il y a des musiciens, c'est joyeux à la limite. C'est à l'extérieur, dans les jardins, et s'il pleut, il y a un chapiteau, mais des fois, vous savez, ça ramasse 200, 300 personnes un peu partout, et ça fait être ensemble, sachant que dans nos fantasmes, les morts écoutent avec nous la musique. Il y a comme quelque chose de très fort d'aller écouter de la musique là, et ça peut lui donner une idée, si jamais vous passez l'été, puis dire, il paraît qu'il y a un concert, et vous allez avoir une liste de tous les invités, et des fois, c'est très heureux. J'ajouterais, c'est les dimanches, l'été. Oui. Oui, merci de le dire. Ben oui, c'est pas tous les jours. C'est important. Alors, oui, à parfait, il y a pas d'école le dimanche. À plusieurs têtes, on se rappelle des choses Durant importantes, mais c'est le dimanche de juillet et août. Vous êtes les bienvenus, hein? C'est vraiment fantastique de voir qui vient jouer là-bas. Bientôt, on va peut-être arrêter, mais avant d'arrêter, on a toujours une ou deux questions pressantes qui n'ont pas été posées et que ça nous ferait plaisir, n'est-ce pas, de continuer un petit 5 minutes. Des fois, on déborde d'un petit 5 ou 10 minutes d'un commentaire ou d'une question. On en a 2. Ah, on a 2, ouais. Bonjour. On parle d'enfants. Je trouve que, moi, dans mon travail, j'ai travaillé en maison de soins palliatifs. Je suis infirmière à l'unité de palliatif de Campus La Chine, au CUSUM. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Il y a très peu d'enfants, même avec les gens malades, plus âgés, moins âgés. On les voit peu. Très peu. En milieu privé, à la maison de soins PAL, bon, ils sont un peu plus présents, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, encore moins à l'hôpital. Alors, avec les pandémies, avec les âges, des fois problématiques, là, trop jeunes pour aller. S'il y en avait plus, je trouve que ça serait plus facile de normaliser ou d'ouvrir à la maladie, d'ouvrir à la mort, à la tristesse, mais c'est comme on n'est pas rendu là. Oui, vous l'annoncez que les enfants sont les bienvenus. Ben oui, Oui, mais il faudrait peut-être en parler plus. Peut-être des fois, les gens ne savent pas. Ils pensent que les enfants ont plus ou moins de droits. Ben, C'est vrai. Des fois, on peut juste rappeler que les enfants peuvent venir et qu'ils sont tellement les bienvenus. On dirait que c'est fait pour les grands, Oui. les 18 ans et plus, mais en même temps, c'est faux, là. On a besoin d'eux. Je pense que ça fait partie, je vais dire, de l'éducation en général. Hein. Probablement qu'il y a certains milieux avec certaines règles qu'on ne questionne pas et on ne se pense pas, mais c'est peut-être une culture de travail aussi. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Ouais. C'est important peut-être de mentionner. Mettez un petit coin jouet avec plein de choses et puis ils vont voir que les enfants sont les bienvenus. Oui, c'est important. Oui, absolument. Ouais. Ben oui. Merci. Il y a quelqu'un... Oui. En fait, j'ai pas de questions, Kim, juste te dire merci.
Parce que, pas juste, c'est te dire merci du fond du cœur, parce que j'ai vécu une expérience en soins palliatifs qui a été très difficile. Et ton partage ce soir m'a fait, on va dire, me réconcilier avec tous les gens qui travaillent auprès des mourants et de leur famille. Il n'y a pas de petits-enfants autour de moi, mais je me suis sentie comme un enfant. Puis ton partage, ça m'a fait du bien. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas une autre question, on va bientôt arrêter. Est-ce que quelqu'un se dit dommage, j'en avais juste une autre? Oui, oui. Alors, on t'écoute. Oui. C'est important pour moi de te dire merci. J'ai appris beaucoup ce soir parce que on a moins d'enfants, c'est vrai, depuis la pandémie. Puis j'essaie toujours de préciser aux parents, quand ils ont des enfants, que les études ont démontré clairement que c'est très bénéfique d'apporter les enfants, en autant qu'ils sont d'accord de venir. Parce que, comme tu as dit tantôt, c'est important de leur demander leur opinion. Mais j'ai vraiment aimé ton partage. J'ai trouvé que tu parlais avec ton cœur. Tu as donné plein d'exemples super intéressants. Puis, ça a vraiment enrichi là, mes idées de communication future avec les parents et avec les enfants. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre une belle collègue en soins palliatifs, médecin. Oui. Alors, je pense qu'on va tranquillement se lever, fraterniser avec le café, des biscuits, se saluer, puis vous dire qu'on sera là le 3 avril avec une belle soirée. Je vous promets que ça va être encore comme à chaque fois qu'on a des invités. On est toujours tellement bien heureux de les accueillir et si bien servis par les expériences et tout ce que les gens peuvent vivre comme professionnels et comme endeuillés. Alors, on va avoir un très beau groupe le 3 avril de 3 personnes. Je vous en dis pas plus long parce que je vais préparer l'affiche bientôt, mais je vais vous envoyer ça et surveiller l'affiche. Je crois que vous allez aimer venir encore une fois. Vous êtes les bienvenus tout le temps, toute l'année. Et puis, en autant que vous trouvez une place ici pour seulement écouter, partager, être avec nous, on est heureux de vous accueillir et c'est grâce au Repos Saint-François d'Assise. Merci à tout le monde. Merci encore à tout le monde pour votre participation, votre présence. À très bientôt.